Bonjour à tous, je me présente, Claire Wex, écologue et naturaliste au sein de l'Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France. Je vous accueille aujourd'hui pour le lancement d'un nouveau cycle de webinaires intitulé Les fausses bonnes idées. Donc un cycle qu'on va vous proposer en 4 épisodes tout au long de l'année 2024. Donc avec une première date aujourd'hui concernant les espèces exotiques envahissantes. On se retrouvera donc, enfin on vous propose en tout cas de vous retrouver, le 29 avril sur, le sujet des abeilles domestiques, et des pollinisateurs sauvages. Au mois de juin, avec une date à confirmer, nous traiterons des microforêts urbaines et au mois de novembre, également avec une date à confirmer, hem, un dernier épisode sur, les aménagements de la petite faune. Alors pourquoi ce cycle Les fausses bonnes idées? N'y voyez pas là, quelconque, jugement ou quoi que ce soit, finalement sur les thèmes qui sont, traités, mais bien une opportunité pour nous, Agence régionale de la biodiversité, de, remettre en perspective les différentes, pratiques, qui sont, évoquées lors de ces thèmes, notamment au regard de la biodiversité, ce qui reste finalement notre cœur de métier et notre principal, enjeu. Et donc c'est bien une opportunité lors de ces épisodes de remettre en perspective les bénéfices, les gains, les risques éventuellement de ce genre de pratique pour, la biodiversité. Il n'y a absolument pas de remise en cause du bien-fondé de la réalisation des pratiques qui sont évoquées, mais juste important de savoir le faire en pleine conscience et donc de ne pas ou de bien le faire pour, conquérir à ce qui reste un objectif, commun entre, vous et nous, les territoires, les écologues, les sachants, les scientifiques, les bénévoles, à savoir reconquérir la biodiversité. Donc voilà un petit peu pour cette remise en contexte. Sans plus attendre, donc je vous rappelle les règles de ce webinaire. Donc nous sommes ensemble sur, un créneau, d'1 heure 30. L'idée étant donc, d'avoir un format table ronde de nos 4 participants, que je vais présenter, juste après. Pour, vous concernant, donc, je vous invite à dans le chat à poser vos questions aux intervenants par écrit. Je m'en ferai le relais sur le format table ronde, en fin de webinaire et on aura un temps d'échange, avec nos différents participants. Le chat constitue également un fil de discussion pour vous, une possibilité d'échange entre participants. Donc voilà, n'hésitez pas à partager des ressources, des questions, y répondre, directement. Et enfin, pour toutes les questions qui seront posées, le replay, donc l'enregistrement de cet après-midi sera disponible sur quelques jours sur la page dédiée, ainsi que les supports de présentation de nos 4 intervenants. Donc tout de suite, on va passer donc, au vif du sujet, les espèces exotiques envahissantes, en ce 28 avril. Au programme de ce webinaire, donc, nous aurons dans un premier temps, un temps de remise en contexte sur les concepts fondamentaux, qui sera présenté donc par mon collègue Olivier Renaud, écologue naturaliste également au sein de l'Agence régionale pour la biodiversité. S'ensuivra donc une présentation, des bonnes pratiques de gestion, concernant les espèces d'insectes indésirables, donc par, Alexis Borges, qui est chargé de mission entomologiste au sein de l'Office pour, les insectes et leur environnement. Ensuite, nous traiterons donc, de toutes les espèces exotiques envahissantes, de l'avifaune avec, François Chiron qui est maître de conférence en écologie pour, l'université Paris-Saclay et pour clore ce programme, les espèces exotiques envahissantes floristiques, avec, Audrey donc, Muraté qui est également maître de conférence au sein de l'université de Strasbourg. Olivier, je t'invite, de ce pas donc à prendre, la parole, allumer ta caméra, ton micro et je te cède l'écran. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, pour parler des espèces, exotiques envahissantes, quand j'ai posé la question autour de moi, là, les 1res réponses qui me sont, parvenues pour donner un exemple, c'est l'exemple de la renouée du Japon. Alors c'est vrai que c'est un peu la plante, qui revient le plus souvent et c'est finalement pas forcément étonnant puisqu'elle a été classée, en 2000, par, l'UICN comme, l'une des 100 espèces, les plus problématiques. Alors cette, renouée du Japon, elle a été introduite, en Europe, dans les années 1850 par, Philippe Van Siebold qui était, médecin et naturaliste, hollandais.
Et vous voyez sur le graphique, du haut que finalement elle est restée assez discrète, pendant les 1res années de son introduction, en Europe, pour finalement être, remarquée, plutôt remarquée lors des 20 dernières années. Alors on peut regarder la carte, hein, en Île-de-France, cette, renouée, du Japon, elle se situe, principalement, sur les cours d'eau, le long des axes routiers et là on ne le voit pas sur la carte, mais elle est aussi présente, sur, les talus, les terrains vagues et cetera. Alors, pour, revenir à la définition des espèces exotiques envahissantes, j'ai choisi de m'appuyer sur un rapport de l'IPBES qui est paru, tout récemment en septembre, 2023. Donc le rapport d'évaluation sur les espèces exotiques envahissantes et leur régulation. L'IPBES, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le GIEC de la biodiversité. C'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Alors, que nous dit l'IPBES pour définir une espèce exotique envahissante? Donc, si vous voyez ma souris, une espèce exotique envahissante, ben, c'est d'abord une espèce native, indigène ou autochtone, hein, on peut utiliser tous ces termes, qui est transportée et introduite sur un nouveau territoire par les activités humaines. Ça veut dire que l'IPBES considère qu'une espèce qui se déplace sous l'effet du changement climatique n'est pas une espèce exotique par définition. Alors, cette espèce, sur son nouveau territoire, elle devient une espèce exotique, exogène, alloctone, et elle peut s'installer de manière viable. Donc, il peut y avoir une installation d'une population viable. On obtient alors une espèce exotique établie. Et si cette espèce exotique établie disperse et a des effets négatifs avérés, alors on va se retrouver avec une espèce exotique envahissante ou espèce invasive, puisque en fait c'est synonyme, hein, invasive étant le terme anglais. Alors, je précise que Heu, ici, on parle d'une espèce exotique envahissante. En fait, on devrait parler plutôt de population exotique envahissante, puisque sur leur territoire d'origine, comme on l'a dit tout à l'heure, ces espèces ne sont pas exotiques, hein, donc et puis elles ne sont pas forcément envahissantes non plus. Donc c'est important de parler d'espèces de populations exotiques envahissantes. En tout cas, ce serait beaucoup plus, logique. Voilà, bah, par exemple, nos espèces, indigènes provoquent des problèmes, dans certains parcs, américains et canadiens. D'ailleurs, on peut les retrouver sur des panneaux. C'est nos espèces à nous. Alors, si on regarde l'état des lieux, l'IPBES nous dit qu'il y a plus de 37 000 espèces exotiques qui ont été introduites, par les activités humaines sur toutes les régions du globe, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et on identifie des effets négatifs pour plus de 3 500 d'entre elles. Les facteurs du succès de ces espèces exotiques envahissantes sont de plusieurs ordres. Pour les premières phases, d'invasion, donc le transport et l'introduction dans les nouveaux territoires, l'IPBES nous dit que c'est, l'expansion du commerce international et des déplacements humains qui vont avoir, l'influence la plus élevée. Ensuite, pour la phase d'établissement et de dispersion, alors, ce sera plutôt, les, changements d'usage des terres et des mers et le changement climatique. Quels sont les impacts de ces espèces exotiques envahissantes? Il y a plusieurs types d'impacts. Il y en a sur l'économie, sur la santé humaine, sur la biodiversité. On va passer très vite sur les 2 premières parce que nous, à l'Agence régionale de la biodiversité, on est légitime pour parler uniquement de biodiversité. Alors, les impacts économiques, hein, ce que nous dit l'IPBES, c'est qu'ils sont, en augmentation, qu'en 2019, le coût économique, annuel, des invasions biologiques était de 423 milliards de dollars. Une autre étude parue en 2021 nous dit que ces coûts sont en augmentation à la fois pour les dégâts occasionnés par ces espèces et pour les coûts de gestion de ces espèces. Et en termes de dégâts, cette publication a listé les 10 taxons les plus coûteux de la base de données. Et dans le top 3, on va retrouver les moustiques du genre Aedes, auquel appartient le moustique tigre, les rats et les chats.
En ce qui concerne les coûts sanitaires, donc on vient de parler du moustique tigre. On peut aussi retrouver dans les exemples d'espèces qui posent des problèmes de santé, la berce du Caucase, qui est à l'origine, dont la sève est à l'origine de brûlures photosensibilisantes, enfin, dont la sève est photosensibilisante et peut être à l'origine de brûlures lorsqu'on la coupe. Les ambroisies, dont les pollens sont allergisants pour 10 à 20 de la population française. Le ragondin, par exemple, qui est vecteur de la leptospirose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre panais cultivé a aussi une sève photosensibilisante, qu'il y a d'autres espèces, notamment les graminées, qui sont responsables d'allergies, hein, les rhumes des foins, et puis que nos rongeurs indigènes sont aussi porteurs de la leptospirose. Donc, il faut aussi le savoir. En ce qui concerne donc les impacts sur la biodiversité qui nous concernent aujourd'hui, un autre rapport de l'IPBES qui a été publié en 2019 cette fois-ci, l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques, identifie 5 causes majeures de dégradation, de déclin de la biodiversité. Le changement climatique, le changement d'usage des terres et des mers, l'exploitation, la surexploitation, par exemple la surpêche, la déforestation, les changements climatiques, les pollutions et en cinquième position, les espèces exotiques envahissantes, et ceci, que ce soit dans les milieux terrestres, des milieux d'eau douce ou les milieux marins. Donc en fait, les espèces exotiques envahissantes, selon l'IPBES, sont la cinquième cause d'extinction de la biodiversité. Le rapport de 2023 dont j'ai parlé tout à l'heure nous indique qu'elles sont impliquées en effet dans 60% des extinctions recensées dans le monde, mais uniques responsables dans 16% des cas. Et que 90% des extinctions documentées l'ont été sur des systèmes insulaires. Alors là, je vous montre ce graphique donc d'une étude qui est parue en 2021 qui montre les principaux groupes d'espèces exotiques envahissantes que vous retrouvez ici, qui opèrent des pressions sur les espèces et donc c'est ce qui implique, en tout cas, qui mettent en danger critique d'extinction les espèces. Donc ça, c'est une étude qui a été basée sur les listes rouges de l'UICN. Et on voit que parmi les principaux groupes taxonomiques d'espèces exotiques qui posent des problèmes sur la biodiversité se retrouvent les mammifères et les pathogènes et les parasites. Et au sein des mammifères, les rongeurs, qui ont été introduits par les Européens lors des grands voyages d'exploration, les chats qu'on a amenés sur les îles pour chasser les rongeurs, qui se sont plutôt contentés de s'attaquer aux oiseaux qui nichaient au sol, d'autres mammifères et notamment le bétail. Donc c'est surtout en fait des espèces qu'on a apportées sur des îles lors des grands voyages d'exploration. Les causes de modification et de déclin de la biodiversité identifiées dans le monde sont les trois causes principales, c'est la modification des écosystèmes d'accueil, la prédation et l'herbivorie, la concurrence avec les espèces locales, donc ça c'est les trois causes majeures, mais on peut aussi retrouver aussi l'hybridation, la transmission de pathogènes, de maladies ou le parasitisme. Alors, la question, c'est qu'en est-il en Île-de-France? Alors, en Île-de-France, pour faire court, a priori, il n'y a pas d'extinction connue dans notre région liée aux espèces exotiques envahissantes. Et il n'y a pas non plus d'études qui ont démontré de manière scientifique un effet direct sur l'abondance régionale d'espèces indigènes ou sur l'uniformisation des milieux franciliens. En fait, en Île-de-France, les pressions sur la biodiversité sont majoritairement liées à l'artificialisation du territoire, notamment la destruction et la fragmentation des milieux naturels ou l'uniformisation et l'intensification des pratiques. Et ça, on peut le savoir grâce à des outils que sont les listes rouges régionales. On en a 7 en Île-de-France, donc sur les chauves-souris, les papillons de jour, les odonates, la flore vasculaire, les oiseaux nicheurs, les orthoptères et les amphibiens et les reptiles. Ce que nous disent ces listes rouges, c'est que pour ces 7 groupes taxonomiques, un quart à un tiers des espèces sont menacées ou disparues.
Et comme je le disais à l'instant, ce qui est intéressant, c'est que, on peut apprendre quelles sont, les causes, de menaces, sur ces groupes taxonomiques et les premières listes rouges qui sont parues depuis 2011, identifient, comme je l'ai dit à l'instant, l'artificialisation, donc l'urbanisation, la fragmentation, du territoire par les infrastructures de transport ou les pratiques intensives. Dans, les listes rouges qui sont parues plus récemment, on va retrouver, ces 2 causes principales, plus l'impact du changement climatique et ce n'est que dans la dernière liste rouge qui est parue en 2023, qu'on va, aussi voir apparaître, certaines espèces exotiques envahissantes, notamment des pathogènes, des champignons chytrides, des virus, ou, des bactéries. Alors, c'est vrai que, donc, on le dit en Île-de-France, a priori, les espèces exotiques envahissantes ne sont pas forcément une cause importante, de menace. Par contre, vous êtes, peut-être en train de vous dire que, bah, chez vous, il y a quand même des recouvrements importants, ou des effectifs importants et que vous aimeriez, savoir ce que vous pouvez faire. La 1re question peut-être à se poser, c'est, quelle est la cause, du déclin de la biodiversité, en Île-de-France? Et est-ce que ces espèces exotiques sont vraiment à l'origine, de ce déclin? Ce que montre la littérature scientifique, c'est en effet qu'il est difficile d'identifier, de vraiment attribuer, une cause d'extinction aux espèces exotiques envahissantes. En général, l'action de ces dernières, s'exerce souvent en synergie avec d'autres types de pressions que sont, les pollutions, la déforestation, les pratiques intensives, l'artificialisation des milieux et cetera. De sorte que, on peut bon, c'est ce que dit d'ailleurs l'IPBES, hein, les espèces exotiques envahissantes sont impliquées dans 60 des extinctions au niveau mondial, mais uniques responsables dans 16 des cas. Donc on ne peut pas forcément exclure que ces espèces bénéficient finalement, d'espaces qui sont, dégradés, dans lesquels les espèces indigènes ont plus de mal, à exister et donc elles vont simplement profiter, de l'aubaine, de cette place qui leur est offerte pour, se développer. Et puis, effectivement, bah, dans ces cas-là, on pourrait, envisager, qu'elles accélèrent le déclin de ces espèces qui sont déjà, mises à mal par, cet impact de nos activités. Alors ça, c'est, une hypothèse, qui a été, publiée par des scientifiques qui expliquent que, il faut pas forcément voir, en tout cas, on n'est pas obligé de voir ces espèces exotiques envahissantes comme conductrices de l'extinction, mais plutôt elles ne pourraient être simplement passagères, elles ne pourraient être que des passagères de l'extinction et donc c'est ce que soutiennent McDougall et Turkington dans un article, de 2005 qui est un petit peu ancien maintenant. On peut aussi dire que ces espèces sont des espèces indicatrices de milieux naturels dégradés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de, dépenser, des sommes importantes dans la gestion de ces espèces, dans l'éradication de ces espèces de manière physique ou chimique, on pourrait plutôt, essayer, d'investir ces efforts dans de la renaturation, dans, de la restauration de milieux ou encore dans des pratiques, dans le mettre en œuvre des pratiques, par exemple agricoles, plus en lien avec le vivant. Pourquoi? Parce que, on sait aussi depuis longtemps, hein, la littérature scientifique nous dit que, les milieux, qui sont, plus diversifiés, les milieux qui sont, donc dans lesquels il y a une biodiversité qui est en meilleure santé, sont plus résistants et plus résilients aux perturbations et notamment à l'introduction d'espèces exotiques, envahissantes. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette présentation? Bah, la première chose que j'ai pas dite, c'est déjà de ne pas banaliser l'introduction de nouvelles espèces. Alors ça, c'est une conclusion importante, du rapport, de l'IPBES de 2023, qui dit que, la prévention des introductions des espèces exotiques envahissantes est l'option de gestion la plus rentable.
en termes de coûts. C'est ce qu'on a dit à l'instant. Une autre publication est parue en 2021, c'est sous qui a été publié, donc une publication de la Société botanique de France, qui a parlé de l'adaptation des forêts au changement climatique. Et donc, cette Société botanique de France a publié un livre blanc de l'introduction des essences exotiques en forêt, qui explique que l'introduction d'espèces exotiques en forêt n'est peut-être pas, pour adapter les forêts au changement climatique, n'est peut-être pas une bonne idée, puisqu'on risque d'introduire en même temps des pathogènes ou des parasites auxquels les espèces sont pas forcément, les espèces locales, indigènes, ou en tout cas nos forêts, sont pas forcément adaptées. Et donc ça pourrait créer plus de mal que de bien. Deuxième point, pour résumer, en Île-de-France, l'impact des espèces exotiques envahissantes sur les espèces et les milieux a un impact qui est beaucoup moins important que l'artificialisation du territoire ou l'intensification des pratiques, qui sont des facteurs qui concourent à favoriser leur expansion. Troisième point, ne pas focaliser tous les efforts ou les investissements dans la lutte contre ces espèces exotiques si elles ne sont finalement que des indicatrices de dégradation des milieux. Et il est donc peut-être préférable de privilégier la désartificialisation des sols, de miser sur un aménagement, une gestion des espaces plus en lien avec le vivant ou la restauration d'habitats naturels. Et évidemment, ça peut être aussi intéressant de documenter de manière scientifique le rôle des espèces exotiques envahissantes sur les écosystèmes. Alors, pour revenir à la renommée du Japon, si on se balade sur internet, et ben, finalement, on peut aussi trouver des images qui sont beaucoup plus sympathiques, de cette renouée, qui appartient, à la famille des Polygonacées, au même titre que, le sarrasin, les rhubarbes et autres oseilles. Donc finalement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec cette renouée. Pour terminer cette présentation et pour aller plus loin, je vous informe qu'on a publié sur notre site internet un article sur les relations entre espèces exotiques envahissantes et biodiversité en Île-de-France, qui vous permettront de compléter tout ce que j'ai pu vous raconter, voilà, à l'instant. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier pour, ta présentation. Je t'invite, voilà, à enlever le partage, enlever ta caméra et ton micro. J'invite Alexis à ouvrir, son micro, sa caméra, lancer son partage, d'écran pour, sa présentation. Donc, pour rappel, Alexis qui est chargé d'études entomologiste au sein de l'Office pour la protection des insectes et leur environnement. C'est à toi Alexis. Yep. Hop, là. Alors bonjour à tous. Attendez, j'ai un petit problème d'affichage. On me mettre en plein écran. Bon, en miniature. Excusez-moi, je suis un peu. Pour nous à l'écran, sinon c'est C'est assez bon? grand. Oui, ça va, D'accord. t'inquiète Bon, pas. bah écoute, c'est en miniature chez moi, mais bon, je les connais par cœur. Il devrait pas y avoir de souci. Donc bah, moi, je vais vous parler, comme le mot entomologiste le suggère, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est l'étude des insectes. Donc on a un peu, chacun nos spécialités. J'ai encore un affichage qui m'embête. Voilà un peu mieux. Voilà. Excusez-moi, là, je me bats avec, mon ordinateur. Donc, l'Office pour les insectes et l'environnement, pour ceux qui connaissent pas, puisqu'on est basé en Île-de-France, donc, on est un peu plus connu. Donc c'est une association à but non lucratif et donc de protection de la nature spécialisée sur les insectes avec différentes actions de formation, d'éducation à l'environnement, hein, pour mieux connaître finalement les insectes. Parce que souvent, hélas, quand on parle d'insectes, on entend beaucoup de mauvaises choses sur eux, alors qu'ils je dirais, ne le méritent pas autant que ça. Donc, en ce moment, on est en plein dedans, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, si vous suivez les informations, donc le frelon asiatique, hein, qui est une espèce classée comme donc, espèce exotique envahissante, qui fait parler largement d'elle, hein, depuis qu'elle est bien implantée.
Donc on l'appelle, pour pas stigmatiser, on appelle ça également celle-ci le frelon à pattes jaunes. Il est assez facilement déterminable par rapport à notre frelon européen. Donc de ce côté-là, il y a un petit avantage, c'est qu'effectivement la cible est assez bien cernée. D'autres espèces, hein, sont classées comme introduites envahissantes. Donc des fois, on en a entendu parler, on en entend moins parler. Donc la pyrale du buis, le brin d'épée l'argonium, ce sont des espèces donc à surveiller qui qui suivent pas la même réglementation. D'autres espèces sont classées à tort comme espèces introduites exotiques envahissantes. Nos deux chenilles processionnaires sont bien des espèces autochtones, donc faut les enlever vraiment de cette idée d'envahissement qui vient de l'extérieur. Depuis l'Antiquité, hein, il y a des mentions de chenilles processionnaires en Europe. Et donc voilà, c'est vraiment des espèces qui sont restées fidèles à leur aire de répartition et qu'on a depuis très longtemps en France métropolitaine. Donc deux espèces, voilà, deux processionnaires. Sinon, un terme également que j'ai vu employer concernant certains d'insectes cités, notamment précédemment, et d'autres, c'est le terme ésode, hein. Donc espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc il n'y a aucun insecte qui fait partie de cette liste. C'est quelque chose peut-être d'assez récent. J'en ai jamais entendu parler. Avant, il y avait une liste d'espèces dites nuisibles dans laquelle il y avait quelques insectes. Il n'y a aucun insecte donc, dans cette liste. Pour faire simple, ce sont des espèces qui peuvent être piégées, chassées par justement les chasseurs, et c'est souvent géré par les fédérations de chasse. Le point commun de nos, je dirais, de deux groupes d'insectes et trois insectes au total là, sur lesquels je vais un peu plus approfondir, ce sont des insectes en fait qui sont en partie grégaires. Ce sont des espèces réglementées et elles perturbent des activités humaines hors grande culture. Elles font, de fait, à certains moments dans l'année, hein, c'est pas toute l'année, c'est à un moment de leur cycle qu'elles vont faire les gros titres des médias et derrière, certains grands titres, en fait, montrant, des observations récurrentes, il y a une forme d'emballement, de psychose qui est souvent, déraisonnée, tout simplement parce que, voilà, on mélange des termes, on mélange des observations et je dirais, il y en a plus qui prennent pour, voilà, que les autres insectes, en fait, prennent pour, voilà, quelques mauvaises utilisations de termes d'observations. Pour commencer, avec, le frelon à pattes jaunes, hein, mieux le connaître, c'est, je dirais mieux le cerner et mieux le cibler, hein, quand on doit le gérer. Donc c'est ce qu'on appelle un hyménoptère, donc c'est un grand groupe d'insectes, hein, qui comprend, plusieurs milliers d'espèces, en France métropolitaine. Elle est réglementée depuis, décembre 2012. Après, donc il y a eu des ajustements, notamment, par rapport à la réglementation européenne. Et donc elle perturbe principalement donc l'apiculture. De ce fait, ayant la France métropolitaine ayant voilà, un grand nombre d'apiculteurs, que ce soit des professionnels ou même je dirais des privés, on a des remontées assez récurrentes concernant l'état du frelon. Le cycle biologique, il se fait sur un an. Un seul moment dans l'année, vous verrez une reine, et c'est-à-dire que la reine ne vit pas plusieurs années. Donc en comprenant ça, également, qu'il faut voir, c'est qu'en fin d'année civile, à l'entrée, à la fin de l'automne, début d'hiver, les ouvrières vont mourir et il ne restera que, je dirais, les produits de la reproduction. C'est ce qu'on va appeler les futures fondatrices. Ce sont les seules qui vont pouvoir passer l'hiver et après, donc, on va recommencer un cycle l'année suivante. Souvent, l'emballement est lié au fait qu'on a des particularités sur certains insectes. Alors concernant le frelon, voilà, les idées reçues, c'est que, voilà, on a un gros insecte qui a la capacité de piquer, mais en fait, donc c'est un insecte qui ne pique pas plus qu'une abeille, voire un peu moins, notamment si on considère la quantité de venin qu'il est capable d'injecter. Donc voilà, il est gros, mais voilà, il n'est pas pire que les autres, voire moins que les abeilles concernant, la piqûre. Donc elle n'est pas plus dangereuse, et quand il y a des cas un peu plus
plus important de réaction, souvent sont des personnes qui ont une forme d'allergie au venin d'hyménoptère en général, et non pas une particularité vis-à-vis de la piqûre du frelon à pattes jaunes. Ce qu'il faut retenir également concernant sa biologie, c'est que c'est un insecte omnivore, un chasseur opportuniste. Donc omnivore, ça sous-entend qu'il peut manger autant du végétal que de l'animal. Donc quand vous le voyez sur des fleurs, en fait, il n'est pas du tout intéressé par le fait de vouloir venir sur vous, éventuellement vous piquer. C'est tout simplement voilà, il va chercher sur les fleurs qui peuvent être à côté de votre habitation de quoi manger à un certain moment dans l'année. Donc pareil, hein, dans les médias, j'ai pu lire les frelons asiatiques détruisent les fleurs. Donc ça, c'est encore une idée reçue, hein, quelque chose de mal rapporté. Donc ils vont broyer sur les pollens. On les voit par exemple en haut à gauche sur la photo, un frelon sur une fleur de lierre. Donc c'est une période où il y a moins de floraison et le lierre, voilà, concentre pas mal d'insectes qui butinent. Donc lui, il broie les pollens vis-à-vis du matériel pour manger. En fait, il a des mandibules plutôt broyeuses. Donc ces fameuses mandibules, il s'en sert, je dirais une bonne partie de l'année pour consommer des proies. Et vous avez le ratio un peu qu'on peut voir de groupes de proies qu'il consomme. Alors ça va être principalement d'autres insectes. Et ce qui est intéressant de voir là sur la comparaison de ces deux camemberts, c'est que vu que c'est un chasseur opportuniste, il va aller finalement au plus simple. Là où voilà, il va avoir un élevage, donc pour lui, donc ça va être des ruches par exemple. Il va les piocher dedans, et pour lui, c'est plus simple que d'aller piocher à droite à gauche un insecte individuel qui va être par exemple en train de butiner sur une fleur. Donc lui, le fait qu'il y ait une ressource grâce à l'apiculture, il en profite et il en profite davantage dans des milieux urbanisés où la dispersion des insectes est plus importante, moins de concentration, alors qu'en milieu plus naturel ou voire en milieu semi-naturel, proche de cultures agricoles, là, ça va être plus dilué son effet sur les abeilles mellifères. De ce fait, donc, le fait que ça soit un insecte bien suivi, donc il y a une stratégie et plan national de lutte contre le frelon à pattes jaunes donc, qui a été émis et qui est voilà, très, très récent, donc qui date de février 2024. Donc, parmi les spécialistes, donc, on a l'UMS Patrinat, donc, qui est l'association de la compétence de l'Office français de la biodiversité et du Muséum national d'histoire naturelle, donc, qui sont vraiment des spécialistes de cet insecte et qui émettent voilà, des recommandations. Souvent, voilà, ces recommandations qui se basent sur des travaux scientifiques qui ont pu être réalisés en différents points de métropole et analysés. Et donc, ces travaux amènent à dire qu'il faut éviter le piégeage des femelles fondatrices en dehors du cadre expérimental. Donc, après, il y a des nuances dans cette façon je dirais de rendre compte de ce travail. Mais toutes les études scientifiques, par contre, soulignent bien en fait que les piégeages non spécialisés visant donc le frelon à pattes jaunes ont montré en moyenne que plus de 99% des insectes capturés concernaient d'autres espèces que la cible. Donc, automatiquement, la biodiversité est impactée donc vis-à-vis quand on vise le frelon à pattes jaunes. Vous avez, voilà, actuellement, là, ça n'arrête pas. On a dans les médias chaque journal qui nous fait un petit encart indiquant la bonne recette de cuisine pour attirer le frelon asiatique. Alors, la recette classique, en fait, qui est émise, c'est le fait d'utiliser de l'alcool, du sucre, des sirops, etc. Et ce principe-là est utilisé pour observer et donc potentiellement capturer ou tuer d'autres insectes. Il y a une grande part, par exemple, de papillons, donc principalement beaucoup de papillons de nuit, hein, c'est un très grand groupe, qui sont attirables et donc qui peuvent capter par ces pièges, souvent des pièges bouteilles, etc. Il y a une très grande quantité également de diptères. Donc les diptères sont autant je dirais, les cousins, les moustiques et les mouches. Donc là, on a affaire à voilà,
tout un cortège de pollinisateurs donc, qui rendent des services et qui vont être captés par ces pièges, alors que la cible, elle, va être finalement très peu impactée. De ce fait, cette stratégie souligne le fait qu'il faut piéger uniquement en cas d'attaque de frelons asiatiques sur un rucher. Donc, c'est les ruchers qu'il faut protéger. Les nids corses qui sont proches des ruchers, automatiquement, comme j'ai dit, l'insecte étant opportuniste, il va aller piocher là-dedans. Donc, on va vraiment se cibler sur la protection des ruchers et accompagner les apiculteurs pour leur donner des billes, hein, pour éviter justement qu'ils aient un impact, tout en travaillant à préserver la biodiversité. Donc il faut encourager, hein, nous dit cette stratégie, encourager et favoriser la détection des colonies actives et ne faire détruire que celles qui posent problème. Donc via l'appel de professionnels. Et je souligne que, hors arrêté de préfet du département, la réglementation actuelle ne prévoit pas l'obligation de destruction de nids par un propriétaire ou ayant droit de la parcelle où il se trouve. Donc, bien être au courant de la réglementation dans chacun des départements impliqués lorsqu'on veut agir efficacement. Et après, effectivement, se rendre compte si les nids en question posent des soucis à la population en étant juste à côté, ou si c'est juste voilà, c'est une appréhension. Et à ce moment-là, voilà, essayer de se renseigner auprès des structures qui pilotent cette stratégie. Réduire le stress des abeilles, donc, en cours, suite à différentes expériences, des tests d'efficacité ont été faits, et donc différents appareillages tels que les muselières, espèce de grillage qui permettent un peu finalement de faire reculer les prédateurs que sont les frelons à pattes jaunes par rapport à la piste d'envol de nos abeilles. Ou alors, un peu sur le même principe, de mettre des cabanes à ruches pour également protéger les attaques multiples et répétées des frelons à pattes jaunes sur les ruchers. Voilà pour le premier insecte traité ici. Concernant les 2 processionnaires, qui sont désormais en fait, réglementés depuis assez peu de temps finalement. Donc, la réglementation n'a pas encore, finalement été déclinée, et donc elle date du 25 avril 2022. Et cette fois donc, le décret concerne en fait c'est un problème de santé publique. Donc là, on a 2 cibles. Donc je rappelle qu'on a 2 espèces qui sont autochtones, à la métropole et donc on n'a pas d'espèces exotiques et le fait qu'elles soient envahissantes également est également un peu exagéré dans le sens où elles ont toujours été là, sauf que souvent on les remarquait pas, certaines années. Donc également suite au passage en réglementation de ces 2 espèces, un observatoire s'est monté et donc vous trouverez toute une somme d'informations, comment gérer, donc gérer, c'est pas voilà, pas détruire, je vais y revenir. Et donc c'est l'observatoire des chenilles processionnaires, donc les adresses sont mises en fin de document, donc et le site c'est Chenilles Risque Info. Donc par exemple, vous avez ce fascicule, hein, qui peut être imprimé ou téléchargé, qui précise un peu la biologie et le cycle de ces 2 espèces qui ne sont pas en phase. Alors, point qui facilite un peu je dirais la reconnaissance, c'est que la processionnaire du pin est uniquement sur les pins et les cèdres, et la processionnaire du chêne est uniquement sur les chênes. Donc on a 2 espèces qui sont scindées par rapport à leur plante hôte, qui nourrit les chenilles et leur plante qui sert également de support. Alors je vais après traiter, donc assez, brièvement, les grandes lignes, en fait, les remontées finalement de questions et d'interrogations, qui nous sont parvenues, hein, notamment à travers justement cet observatoire ou à l'extérieur via notre association. Et donc pareil, des fausses idées reçues concernant ces espèces. Donc, ces 2 espèces ont des chenilles très urticantes. Il ne faut jamais les toucher. Donc effectivement, ce sont les 2 chenilles de 2 seules qui ont vraiment une protéine d'urtication particulière très élevée. Ce sont les poils invisibles, microscopiques qui sont la source de cette urtication. Et donc il faut
automatiquement les éviter. Concernant l'obligation d'intervenir, en fait, la réglementation incite à réglementer, comment réglementer, à limiter les risques de prolifération. Donc, on n'a pas, voilà, le fait d'informer, c'est déjà en fait tenter de limiter la prolifération à travers justement les risques de contact notamment. Concernant la régulation, le plus efficace, ça va être la détection et l'enlèvement des nids de processionnaires du pin en hiver. Ils sont très facilement détectables et ça permettra donc d'éviter les contacts qui peuvent après survenir en fin d'hiver, début de printemps. Les pièges à phéromones, donc c'est quelque chose qui peut fonctionner pour certains insectes. Là, il marche très bien sur ces insectes, mais on va attirer uniquement les mâles, donc on va peut-être limiter un peu la reproduction et empêcher après une descendance plus importante. L'intérêt particulier, c'est que ce sont les seuls finalement les systèmes qui sont spécifiques, c'est-à-dire qui ne ciblent uniquement la processionnaire du pin et la processionnaire du chêne. Les colliers. Les colliers qu'on entoure sur les arbres, donc ils ne fonctionnent que pour la processionnaire du pin, uniquement parce qu'elle a un comportement qui l'amène à descendre de l'arbre au sol pour aller se transformer dans la terre, en fait, dans le sol. Chose que ne font pas les processionnaires du chêne. Donc automatiquement, la bande qui va être une sorte d'entonnoir qui permet de les intercepter lors de la descente va pouvoir fonctionner, ce qui n'est pas le cas pour celle du chêne. Les oiseaux, les chauves-souris, des insectes prédateurs et parasitoïdes, et les araignées régulent les populations de processionnaires. Donc automatiquement, quand votre milieu ou votre environnement est en bonne santé, la régulation, qui a un coût, justement, qui est un service gratuit, qui fonctionne déjà, puisque l'espèce étant autochtone, les prédateurs sont déjà existants, déjà là. Sinon, il y aurait fait depuis longtemps qu'il n'y aurait plus les plantes hôtes. Et donc, la régulation fonctionne. Donc, automatiquement, si votre milieu est en bonne santé, vous allez avoir une régulation qui va pouvoir fonctionner. Concernant les idées reçues, voilà, pareil, les mauvaises, les fausses idées qui sont colportées. Alors, toutes les chenilles poilues sont urticantes, donc ce n'est pas le cas. Quand on s'y connaît pas, on évite le contact, hein. Il y a toujours des fois, voilà, il y a un pourcentage de personnes allergènes, mais on ne parle pas, voilà, de l'urtication très forte qui ne concerne que nos deux processionnaires. Si je vois une chenille poilue sur une autre plante, cela peut être une chenille processionnaire. Alors là, il y a une facilité avec nos deux chenilles, c'est qu'elles ne mangent, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit que du pin et du cèdre pour la processionnaire du pin, soit que du chêne. Donc si la chenille est ailleurs, ça va être une autre chenille. Donc là, il n'y aura pas de risque et vous ne serez pas concerné par une gestion. Chaque année, on a des photos de remontées d'informations, d'observations de gens qui peuvent nous voir sur des fusains, sur des prunelliers, sur plein d'autres plantes, des espèces de nids soyeux également, mais ce sont d'autres espèces, hein. On a plus de 5555 espèces de papillons en France et un certain nombre font également des nids soyeux, mais sur d'autres plantes. Donc, si vous êtes sorti de la plante hôte, voilà, on va avoir une autre cible, je dirais, mais il n'y a aucune réglementation et surtout, il n'y a aucun danger puisqu'elles ne sont pas urticantes. Et certaines sont même protégées, par exemple la laineuse du prunellier. Donc là, à l'inverse, vous pourriez vous pourriez être en tort de le fait de mal viser finalement, de viser une mauvaise cible. Les chenilles de processionnaires sont dangereuses pour les arbres, donc également une idée reçue. Donc parfois elles vont les affaiblir, hein, les années où on va avoir beaucoup de nids sur un seul arbre par exemple. Mais c'est pas le fait des chenilles seules qui vont faire qu'un arbre peut mourir. Donc elles peuvent l'affaiblir, mais derrière, en fait, c'est que l'arbre déjà, il était un peu, par exemple, il avait un certain âge, il avait peut-être des champignons, des bactéries et puis des attaques qui ont attiré d'autres insectes. Mais donc c'est pas le fait d'avoir des chenilles processionnaires qui vont tuer un arbre. Concernant l'arrêté et ce qu'il incite,
ce qu'il oblige même à faire. Il n'oblige pas à éradiquer les chenilles processionnaires. Ce n'est pas du tout le sens de l'arrêté. Il vise à réguler pour qu'il n'y ait pas en fait de trop grande quantité finalement de chenilles. Donc parce qu'on rappelle que l'espèce est bien autochtone. Donc l'idée c'est vraiment de rester sous un seuil tolérable, ce qui se fait habituellement, hein. Autre idée reçue, c'est que c'est tout simplement les appellations commerciales qui le soulignent à tort, c'est que un traitement au BTK, donc un Bacillus thuringiensis avec une variété Kurstaki, c'est le meilleur moyen de lutte contre les deux espèces. Alors, le gros problème de ce produit-là, c'est qu'il n'est pas du tout spécifique, c'est-à-dire qu'en lessivant, l'utilisant, même au bon moment sur les plantes hôtes, le pin cèdre ou le chêne, vous allez impacter les autres insectes et principalement donc les autres chenilles qui peuvent se trouver sur cette plante hôte. Donc c'est un vrai problème, c'est qu'on n'a pas encore voilà, le produit miracle. Et ce produit vraiment est à ne pas utiliser dans la plupart des cas. Par exemple, on a déjà enfin, on sait déjà que plus de 111 espèces, par exemple, qui vivent sur le chêne au même moment que les processionnaires du chêne, c'est-à-dire entre avril et mai, peuvent être impactées. Donc, je vous ai mis quelques visuels et là, vous avez toute la liste finalement d'espèces qui existent, qui sont recensées sur chêne. Alors, soit elles sont que sur chêne, soit sur un peu plus sur d'autres feuillus, dont le chêne, et qui vont subir de la même façon en fait un traitement au BTK. Donc, le bombique du peuplier, qui contrairement lui à ce que son nom indique, qui consomme principalement du chêne ou du hêtre. Le teclat du chêne, un petit papillon jaune, hein, bien connu, qui également peut subir voilà, les mauvais traitements. Donc, en conclusion, la menace de la seule espèce exotique envahissante insecte, donc avec une réglementation particulière sur la biodiversité francilienne, donc essentiellement la menace donc sur la biodiversité francilienne, essentiellement les insectes chassés, puisque donc on a dit que c'était un chasseur d'insectes en général et principalement sur les abeilles mellifères. Donc l'impact sur la biodiversité en général est diffuse et difficile à chiffrer. Finalement, on ne sait pas ce qui peut impacter actuellement sur la biodiversité hors élevage. A contrario, on sait que la gestion inadéquate par l'homme de ces 3 espèces à problème met en danger le reste de notre entomofaune essentiel à l'équilibre du vivant. Donc en fait, le fait d'avoir des pièges ou des traitements non sélectifs entraîne, je dirais une mortalité, qui est chez les autres insectes tout simplement. Les mêmes principes actifs sont utilisés, les mêmes façons de les attirer et donc automatiquement derrière, voilà, on va avoir une perte je dirais de ressources à travers la perte de ces insectes tout simplement. Donc voilà pour ma présentation qui a été je dirais assez voilà, assez réduite, hein. J'aurais plein de choses encore à vous dire sur ces espèces, donc n'hésitez pas à consulter en fait les ressources que j'ai indiquées en fin de visionnage. Donc vous voyez ici concernant les processionnaires ou le frelon à pattes jaunes et également n'hésitez pas voilà, à nous contacter pour justement mieux connaître encore ces espèces. Je vous dis au revoir et puis je répondrai à vos questions en fin de webinaire. Merci. Merci beaucoup Alexis. Évidemment, il y a encore, certainement plein de choses à dire. On se retrouve pour la table ronde. François, très discipliné, j'ai vu que tu avais déjà rallumé ta caméra. Alexis, n'oublie pas de clore ton partage d'écran pour laisser la main à François. Super. Tout se passe merveilleusement bien. À toi François, c'est parti. Parfait et merci beaucoup pour votre invitation et merci à tous d'être connectés. Donc moi, je vais enchaîner sur les introductions d'oiseaux, sur un aspect scientifique parce que je suis enseignant-chercheur, donc pour essayer de comprendre un peu quelle place en fait ces espèces peuvent avoir en France et en Europe. Donc je travaille au laboratoire d'écologie, de systématique et d'évolution de l'Université Paris-Saclay.
Et je vais vous parler au cours de cette présentation qui sera divisée en deux, d'une part du contexte général d'introduction des oiseaux en Europe, à partir d'un projet sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années. Et j'enchaînerai ensuite sur une deuxième partie qui va plus se focaliser sur la perruche à collier parce qu'elle est assez emblématique un peu de nos discussions sur la place des oiseaux, en tout cas introduits dans les écosystèmes. Donc au début des années 2000, en fait, c'est peut-être plus évident maintenant, mais au début des années 2000, on avait assez peu d'informations sur le fait que l'Europe avait été potentiellement le lieu d'accueil de pas mal d'espèces transportées volontairement ou pas sur ce continent. Et s'est formé en fait un consortium de chercheurs qui a essayé justement de renseigner un petit peu un peu d'inventorier ces espèces et de connaître un petit peu les processus qui les avaient amenés à arriver et à s'établir sur ce continent-là. Donc ça, c'est le programme DAISY auquel j'ai participé. Le premier résultat de DAISY, qui ne concernait pas que les oiseaux, c'était de montrer qu'on avait environ 12 000 taxons, essentiellement des espèces, qui avaient été introduites en Europe, ce qui fait finalement un certain nombre. Donc c'est des espèces qui proviennent d'autres continents, mais qui peuvent aussi provenir d'autres régions européennes et sans qu'elles soient présentes là où on les a introduites. Alors parmi ces espèces, assez logiquement, il y a très peu d'oiseaux puisqu'ils représentent peu du vivant en général. Donc on est 3% pour les vertébrés, donc on doit être à peu près à 2% des espèces introduites sont des oiseaux, ce qui correspond à 193 espèces au total, mais qui pour la vie faune, en tout cas européenne, représente une part non négligeable, puisque vous voyez que ça fait à peu près un oiseau sur 6 de la vie faune, une espèce qui a été à un moment donné introduite et qui a formé ensuite des populations. Alors bien sûr, la distribution de ces espèces introduites n'est pas aussi importante que celle des espèces natives, donc on ne les voit pas partout, mais ça représente un lot non négligeable des espèces. Alors, je vais vous donner quelques exemples assez rapides de ces espèces, mais sans être exhaustif. Donc, on les a beaucoup introduites depuis assez longtemps parce que c'était des espèces qu'on pouvait chasser. Donc, le faisan de colchicte qu'on connaît bien, c'est une espèce qui provient du Caucase, qui a été introduite il y a très longtemps. Et on a comme ça d'autres espèces qui ont été introduites pour la chasse, les différentes espèces de colins qui ne sont pas forcément maintenues par la suite, ou le francolin. La deuxième cause d'introduction chez les oiseaux, c'est beaucoup pour l'ornement, à travers donc l'introduction d'espèces dans des parcs zoologiques. Donc c'est beaucoup d'espèces de milieux humides notamment. L'Eris maturus, la bernage du Canada, l'ibis sacré, donc ça ce sont des espèces que vous connaissez, qui sont bien établies notamment dans les milieux urbains et voisins humides. Et enfin, la troisième grande catégorie, enfin motivation qui a conduit à introduire des espèces sont des lâchers parfois involontaires, mais aussi parfois volontaires, d'espèces d'oiseaux de compagnie. Donc on connaît très bien la perruche à collier, mais vous avez aussi en Île-de-France par exemple le rossignol du Japon, qui est présent sur les forêts de Montmorency notamment, qui est une espèce assez discrète, mais qui se reproduit naturellement. Donc beaucoup de passereaux également dans cette catégorie. Il y a plein d'autres causes d'introduction. Les Anglais aussi introduisent pas mal d'espèces pour améliorer entre guillemets leur faune locale, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. L'introduction des oiseaux, c'est quelque chose qui n'est pas récent, qui date, enfin on a des preuves archéologiques d'introduction sur plusieurs milliers d'années, mais bien sûr, ça s'est accéléré plus récemment au gré des échanges commerciaux, des voyages intercontinentaux, parfois d'exploration scientifique pour amener aussi des spécimens et des échanges économiques. Donc à partir de la moitié du 19e siècle et à partir de la moitié du 20e siècle, on observe comme ça des pics dans le nombre d'espèces et dans les événements d'introduction. Donc actuellement, c'est à peu près 10 nouvelles espèces par décennie qui arrivent et voilà, on a quelques-unes de ces espèces qui vont après former des populations stables. Alors comment se répartissent les introductions à l'échelle européenne? Vous avez ici une carte qui vous donne le nombre d'espèces introduites par pays. Et ce que vous voyez assez évidemment là, c'est un clivage entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Donc c'est quelque chose qui saute aux yeux, qui nous a interrogés. Alors une des hypothèses, c'est de dire il n'y a peut-être pas assez d'informations parce qu'il faut quand même creuser dans les archives
avoir accès aux bonnes sources, mais c'est quand même un effort qu'on a essayé de mener dans le cadre de ce projet-là. Donc ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. La deuxième hypothèse est en fait que ce clivage provienne tout simplement d'événements à l'échelle européenne qui ont partitionné le continent en deux, et tout de suite on peut faire référence à une époque, notamment celle de la guerre froide, au sein de laquelle en fait vous avez eu ce clivage entre le bloc Est et Ouest. Donc c'est une question qu'on s'est posée et qu'on a essayé donc de valider, enfin une hypothèse qu'on a essayé de valider en regardant un petit peu les nombres d'espèces introduites avant, pendant et après cette période qui a duré environ 40 ans, et en regardant également l'origine des espèces. Donc effectivement, on confirme que ces pays de l'Est et de l'Ouest étant connectés à des mondes économiques et de circulation très différents, on a des oiseaux, par exemple, qui viennent beaucoup plus d'Amérique du Nord en Europe de l'Ouest et beaucoup plus d'Asie, d'Europe en Europe de l'Est. Donc c'est une des causes de ce pattern. La deuxième cause que je ne mentionne pas là, c'est toute l'époque de la décolonisation également, qui a vu le retour de colons européens en fait en Europe, et souvent avec les oiseaux, des oiseaux avec lesquels ils avaient cohabité et qui ne voulaient pas voir s'éloigner en quelque sorte. Donc ils ont ramené chez eux ces espèces, et on a comme ça eu une diversification des espèces d'oiseaux introduites, notamment dans l'ouest de l'Europe, liée à la diversité des origines et des pays colonisés par ces Européens. Après introduction, qu'est-ce qui joue le plus sur l'établissement de populations qui arrivent à se reproduire et à survivre? Alors Olivier Renaud vous en a déjà parlé, et je vais le confirmer pour les oiseaux. On a testé différentes hypothèses, notamment des hypothèses de barrières, ou de barrières à l'établissement via la présence d'espèces natives en grand nombre qui pourraient, par compétition de prédation, limiter leur installation. Et on a testé des hypothèses, notamment tout simplement d'efforts d'introduction et de modification des habitats qui pourraient rendre ces habitats plus susceptibles, encore une fois, à l'établissement de ces populations. Donc les résultats sont présentés ici sous forme de petits graphiques en ellipse, et qui vous montrent la part de la richesse en espèces expliquée par ces différents facteurs. Donc vous voyez que la principale part, il y a des aspects géographiques, mais ce qui ressort, c'est que ces espèces, elles sont d'une part introduites dans ces milieux-là, mais aussi elles sont favorisées dans les milieux les plus perturbés. Donc l'homme a un double effet sur les invasions biologiques, en apportant les espèces, en les introduisant, mais également en favorisant leurs conditions d'installation. Donc, comme le disait la première présentation, il faut plus les voir comme un indicateur de la perturbation des milieux que comme un réel agent de transformation de ces milieux. C'est quelque chose qui se fait en même temps, mais en tout cas la transformation et aussi la disparition des espèces locales liées à cette modification d'habitat. Mais les espèces, en tout cas d'oiseaux, ne sont pas forcément la cause de déclins très locaux dans ces milieux perturbés de la biodiversité. Alors après, donc, ces phases d'introduction d'établissement, dans le projet dont je parle là, on a noté environ 9 espèces qui pourraient poser problème à l'échelle européenne, ce qui représente une très faible part des introductions d'espèces en Europe. Vous voyez, 4%, donc c'est vraiment très très peu d'espèces qui pourraient poser problème. Je mets des guillemets à pourrait causer problème. Parmi ces 9, suite à ces premiers travaux, un certain nombre de listes noires d'espèces ont été définies, et 4 de ces espèces ont été un peu mis au ban de la communauté d'oiseaux à l'échelle européenne, car jugées vraiment indésirables et qu'il fallait absolument gérer. Donc c'est l'iris mature rousse, l'ibis sacré, la perruche à collier et la bernache du Canada. Donc vous avez comme ça des listes européennes, et qu'a repris en fait en grande partie la France pour sa stratégie nationale. Et en même temps, vous aviez aussi des articles qui montraient à quel point ces 4 espèces étaient aussi pires que les mammifères, les pires mammifères introduits, notamment le rat et le chat. Ce qui, moi, en tant qu'ornithologue, m'a à l'époque choqué, et ce sont des résultats sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc face à ces résultats, cette mise au banc de certaines espèces, on a ensuite beaucoup d'articles de presse qui ont aussi montré à quel point ces espèces pouvaient être problématiques, et ont amplifié vraiment ce message.
Vous avez ici, par exemple, un article du Courrier international qui, en fait, a trouvé le coupable réellement de l'effondrement de la biodiversité en Europe. Vous le voyez, c'est la menace qui plane sur l'Europe. Donc, il n'y a pas à chercher, hein, il n'y a pas d'autre cause. Le changement climatique ou l'agriculture intensive ne sont peut-être pas si problématiques pour la biodiversité. Bon, cela dit, il y a beaucoup depuis ce temps-là, donc depuis la fin des années 2000, enfin la première décade, il y a eu aussi un clivage aussi au sein de la société avec des espèces, par contre, avec un public qui voulait aussi protéger certaines de ces espèces, tellement de toute façon elles nous paraissent aussi importantes dans notre vie quotidienne. Donc c'est un clivage qu'on retrouve parmi les scientifiques. Alors je vais m'attarder donc sur le cas de l'espèce que je vous montrais juste avant, donc, qui était la perruche à collier, et essayer de cibler un peu plus cette espèce pour vous montrer finalement qu'est-ce qu'on sait réellement de cette espèce et en quoi elle poserait problème. Donc c'est une espèce qui a été introduite depuis au moins 50-60 ans en Europe. Ses effectifs ont été estimés à 85 000 individus. On est certainement au-dessus de 100 000 maintenant. Donc ça, c'était en 2015. Principalement au Royaume-Uni, en Belgique et également en France. C'est une population qui continue à augmenter à l'échelle européenne après une phase de latence. C'est assez classique après introduction, les populations ne croient pas rapidement. Il faut attendre 10, 20 ans, 30 ans chez les oiseaux. Pour certains pays, même si elle est globalement en croissance, on voit une saturation des effectifs, comme en Belgique par exemple, ce qui pourrait indiquer une régulation, une forme de régulation de ces populations localement. En Île-de-France, on va trouver la perruche essentiellement dans le nord et dans le sud, en Essonne et en Seine-Saint-Denis, qui correspondent un petit peu au point de départ de cette espèce, puisqu'elle a été introduite involontairement dans les années 70 sur les aéroports d'Orly et de Roissy, et après certainement complétée par des lâchers plus ou moins involontaires, notamment parce que c'était une espèce qui était commercialisée et élevée. Donc un peu comme ça au fil de l'eau. Alors ce qu'on lui reproche concrètement sur des aspects écologiques, c'est de rentrer en compétition en production et à travers l'occupation de cavités qui sont nécessaires pour d'autres espèces d'oiseaux, mais également parfois de mammifères. Et c'est également une compétition pour la ressource. Il y a d'autres facteurs, enfin en tout cas d'autres problèmes liés à cette espèce, qui sont notamment des nuisances sonores, mais dont je parlerai un peu moins dans le cas de cette présentation, mais qui peuvent être aussi importantes. Donc pour illustrer ce qu'on sait sur la compétition, et ici en premier lieu pour les cavités, j'ai repris l'exemple d'une étude qui a été menée assez tôt finalement, fin des années 2000, par Diederik Ströbe en Belgique, et qui pour moi a donné un petit peu des résultats assez clairs là-dessus. Donc à l'époque, c'était en région de Bruxelles, il y avait environ 10 000 individus, ce qu'on a peut-être actuellement en Île-de-France, même si on connaît peu les chiffres. Et Diederik, en fait, a essayé de mesurer l'effet de la perruche, mais relativement aussi aux autres effets de l'habitat qui peuvent jouer sur des espèces qui sont en compétition avec la perruche. Donc ce sont des espèces comme la citelle torche-peau qui vont utiliser des cavités de la même façon que les perruches, et également les tourneaux sansonnés. Donc il a pris d'autres espèces témoins qui ne sont pas forcément en compétition, mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Et le résultat principal en fait, de cette étude a été de montrer que la perruche à collier, enfin ses effectifs sont négativement corrélés à la présence de la citelle, mais faiblement. C'est-à-dire seulement 4% de la densité de citelle en nidification en fait, est perdue en raison de la présence, en raison des effectifs de perruches. Donc, ce qui est relativement peu et beaucoup plus faible, c'est un effet beaucoup plus faible que celui de la fragmentation des patchs forestiers, qui lui est l'élément majeur qui a été identifié dans cette étude. Et d'autre part, cette étude montre que même si il y a une relation négative, effectivement, une compétition pour les cavités entre citelle et perruche, la citelle à l'échelle de la région étudiée continue à augmenter en termes d'effectifs. Donc, ce qui est important, donc là, c'est qu'on voit qu'il faut replacer toujours l'analyse de ces effets vraiment dans leur contexte écologique, un contexte ici urbain et sur le temps long.
La deuxième étude que je vais développer est celle vis-à-vis de la compétition pour les ressources alimentaires, qui a été assez peu étudiée jusque-là, donc entre la perruche et d'autres espèces d'oiseaux. Donc je prends l'exemple, et on a pris l'exemple pour cette étude en fait, enfin on a utilisé les données d'un programme de sciences participatives BirdLab, qui a pour but de comprendre le comportement des oiseaux mangeoires en hiver et de façon très, très ludique, sans forcément être expert. Donc c'est un programme qui existe depuis 10 ans et on a essayé d'évaluer à travers donc, les informations que nous envoient les participants, qui sont ici le temps de présence et la richesse spécifique en espèces, enfin la richesse spécifique aux mangeoires. On a essayé d'évaluer quel était le rôle des perruches en comparaison de l'effet d'autres espèces de même taille. Alors ici, on a pris l'exemple de la pie, la tourterelle turque, pour voir quel était l'effet relatif par rapport à d'autres espèces qui peuvent aussi rentrer en compétition avec des plus petites espèces que vous avez en bas, donc des passereaux communs. Le premier résultat a été de montrer que la perruche, elle passe quand elle est au mangeoire effectivement beaucoup de temps et elle limite le temps de présence de tous ces petits passereaux, donc vous voyez, d'environ 40%, mais de la même façon que d'autres espèces comme la tourterelle turque. Mais même si la perruche préempte la ressource en restant le temps de l'observation ici, c'est 5 minutes, même si elle réduit le temps de présence des autres espèces, elle n'impacte pas la diversité en espèces de cette communauté qui vit en mangeoire. Il n'y a pas d'effet, c'est-à-dire que ces autres espèces s'adaptent, elles viennent un peu plus tôt, un peu après que la perruche soit passée, mais elles ne diminuent pas leur diversité. Seule la tourterelle, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, diminuait la richesse en espèces. Donc ces petits résultats simples, ils vous montrent que finalement la perruche n'est pas une super compétitrice, elle n'exclut pas comme ça de façon irrémédiable les autres petites espèces, et il peut y avoir une cohabitation entre guillemets entre ces espèces, même si ici on rajoute de la compétition. Ce qu'on n'a pas évalué, mais ce qu'il faudrait faire dans le cadre de cette étude, c'est aussi les effets indirects. Si on fait l'hypothèse que la perruche peut aussi exclure un petit peu la pie ou la tourterelle, au final, elle exclut des compétiteurs potentiels aussi vis-à-vis des plus petites espèces, donc peut-être globalement que son rôle ne sera pas si négatif. Et pour terminer, alors j'ai encore une dernière diapo, mais pour terminer, donc vous avez compris, bon, le message là, c'est lié à l'évaluation de l'effet de ces espèces. C'est de replacer effectivement leur évaluation dans le contexte écologique plus global et de ne pas faire de ces espèces des espèces à part, mais vraiment d'évaluer leurs effets comme on pourrait le faire pour d'autres espèces locales. On a mené aussi également un travail qui montre que en fait, l'évaluation souvent de ces espèces, bon, pour les oiseaux, mais certainement pour d'autres aussi, est souvent surestimée. Alors, on l'a testé vis-à-vis d'une étude dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui comparait les oiseaux aux mammifères. On a testé avec exactement le même protocole, enfin, on a évalué et réévalué les effets et on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un problème en quelque sorte d'interprétation de données qui sont parfois anecdotiques hein, vis-à-vis de l'impact parce qu'on n'a pas beaucoup de choses dessus, et une surinterprétation du risque, sans forcément une observation réelle de l'impact. Donc on avait pu réévaluer les effets dont je vous ai parlé tout à l'heure et on a divisé par 2 le score d'impact à travers ces études que vous avez ici sous les yeux. Le dernier élément, c'est qu'on n'étudie pas les effets positifs, encore une fois, de ces espèces. La perruche à collier est de plus en plus prédatée par différents prédateurs nocturnes, diurnes en ville. C'est le cas, comme ici dans cette étude, par le hibou moyen-duc. Le faucon pèlerin à Londres, mais c'est également le cas à Paris, à Bruxelles, consomment aussi des perruches. Il y a d'autres espèces de prédateurs qui s'y intéressent, certainement aussi la fouine en ville, par exemple. Pas de raison qu'elle puisse aller manger de temps en temps quelques petits. Donc le message ici, c'est de dire que même si on a un a priori parfois négatif vis-à-vis de ces espèces, il est vraiment important de continuer à les étudier et d'avoir une évaluation de leur place dans les écosystèmes la plus intégrale et globale possible et sans a priori, sans biais possible dans ces études-là. Alors, suite à ces différents travaux, en fait, on a
pu faire évoluer les protocoles d'évaluation et en lien avec une réévaluation en 2019, la perruche a été déclassée de la liste des espèces, des espèces particulièrement invasives à l'échelle européenne. Voilà, ça montre à quel point cette recherche elle est importante pour avoir des informations de plus en plus objectives sur ces espèces. Voilà, j'en ai terminé. Je remercie également toutes les personnes qui ont pu participer aussi à ce travail et que j'en présente certaines ici. Merci aussi de votre attention. Merci beaucoup François. J'invite, de ce pas donc, Audrey à nous rejoindre avec sa caméra, son diaporama, son micro. Audrey, je te cherche. Je Je ne suis te là. Ah, je te vois, je t'entends. Le petit exercice périlleux du partage d'écran et après tout ira bien. La parole est à toi. C'est bon? Impeccable, en plein écran, tout va bien. C'est parti. Super. Merci aussi, pour cette invitation. Donc je vais vous parler, des plantes voyageuses pour terminer et en partant d'une évidence qu'il est important de rappeler, c'est que la dispersion, c'est un processus naturel, donc le déplacement, les mouvements. Se déplacer est vital, à la fois, est vital pour les espèces à la fois pour s'alimenter, trouver un partenaire sexuel, migrer, explorer de nouveaux territoires, passer à la nouvelle étape d'un cycle. Et donc, pour ça, les plantes ont développé, tout un tas de stratégies qui sont représentées ici, via, c'est notamment la descendance, qui est dispersée pour les plantes, via le vent, via les animaux accrochés aux vêtements ou, par la digestion des fruits ou simplement les plantes par elles-mêmes capables de se disperser. Et ce déplacement, c'est aussi, essentiel, à l'heure actuelle, dans des environnements qui sont fortement changeants. Les espèces ont besoin de se déplacer pour trouver, leur place et cette dispersion va favoriser les flux de gènes entre populations qui sont nécessaires à l'adaptabilité des espèces et donc ce mouvement est un moteur essentiel de l'évolution. J'arrive pas à passer. Voilà. Et dans les facteurs de dispersion, donc je vous en ai cité quelques-uns, l'être humain est un de ces facteurs et le plus souvent à large échelle. Donc l'humain s'est tout le temps déplacé avec ses espèces compagnes. La majeure partie de ces déplacements d'espèces sont volontaires. Les humains déplacent les plantes pour l'ornement, l'alimentation ou la médecine, donc c'est près de 70% des cas. Et il les disperse également de manière fortuite sur les roues des véhicules, donc je l'ai dit, accrochés aux vêtements ou dissimulés dans les semences de culture. Et ces espèces, elles vont s'installer ensuite en grande partie dans les villes et majoritairement dans les friches urbaines et les parcs et jardins, et de manière moins fréquente dans d'autres espaces naturels. Donc les villes vont accueillir toutes ces espèces voyageuses et c'est bien dans les friches que ces plantes sont les plus dynamiques. C'est pourquoi je vais vous parler particulièrement de ces plantes voyageuses introduites en France et communément rencontrées dans les friches urbaines. C'est aussi parce que c'est mon milieu de prédilection. J'ai regardé parmi les quelques 300 espèces qui sont présentes dans la flore des friches urbaines du nord de la France. 67 sont des espèces exotiques, donc ça fait 22% de la flore qu'on peut trouver dans une friche qui est composée d'espèces exotiques. Et on va retrouver majoritairement ces espèces vont former des populations spontanées et elles vont provenir majoritairement de régions du globe, soit avec lesquelles les flux de biens, de personnes sont les plus conséquents, mais aussi avec des régions dont les conditions climatiques, géologiques sont assez similaires que celles des aires d'introduction. Donc c'est pour ça qu'on va trouver majoritairement, parmi ces espèces exotiques, des espèces provenant d'Europe, notamment de la région méditerranéenne, pour le nord de la France, d'Amérique du Nord et d'Asie. Donc, juste quelques exemples. Par exemple, ici, vous avez le robinier Phosacacia, donc qui est une espèce provenant des Appalaches à l'est de l'Amérique du Nord
et qui a été introduit en 1601 par un médecin britannique, John Tradescant, qui a envoyé donc des premières graines au jardinier du roi Jean Robin. Et on trouve encore un individu issu de ces premières graines au square René Viviani à Paris. Donc cette espèce a ensuite été utilisée comme arbre ornemental dans les villes, a été cultivée en forêt pour ses capacités de fixation, d'amélioration du sol, pour son bois dur et un brut très cible. Et c'est aussi donc une espèce mellifère, donc un nectar abondant dans ses fleurs, apprécié des abeilles et qui nous permet de consommer du miel d'acacia. La renouille du Japon, donc Olivier en a déjà pas mal parlé, juste un ajout, cette espèce a gagné la médaille d'or de la plante ornementale la plus intéressante en 1847 et qui a été décernée par la Société d'agriculture et d'horticulture d'Utrecht aux Pays-Bas. Et elle a été vantée pour sa grande vigueur, la protection des jeunes plantations du vent et du soleil, pour la comestibilité de ses jeunes tiges et feuilles et pour son rhizome très apprécié dans les médecines chinoises et japonaises. Dernier exemple, le Senson du Cap, qui a été introduit depuis l'Afrique du Sud par l'industrie lainière à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Donc les semences ont été transportées accidentellement avec la laine de mouton. Et ensuite, à partir de ces zones d'introduction, des populations sont répandues très largement, suivant notamment les voies ferrées ou les talus d'autoroute. Donc, toutes ces espèces introduites et qui ont réussi à former des populations spontanées vont faire partie des assemblages d'espèces qu'on va trouver dans les différents écosystèmes. Ce sont bien sûr des assemblages qui ne sont pas fixes, mais aléatoires et dynamiques. Donc une fois passés différents filtres environnementaux qui ont permis à ces espèces de former des populations spontanées, ces plantes vont participer aux interactions au sein des communautés. Donc ces interactions peuvent être de type compétition, mais aussi des interactions de mutualisme ou du parasitisme, et ainsi participer à la construction d'un tissu d'interdépendance complexe, s'intégrer aux successions et je le répète, qui ne suivent pas un chemin fixe, mais qui sont réajustés à chaque instant. Néanmoins, le besoin de distinguer ces espèces des espèces locales s'est fait ressentir notamment depuis le début du 19e siècle. On classe les plantes spontanées d'un territoire en fonction de leur origine et de l'intervention humaine. D'un côté, les indigènes et de l'autre côté, donc les espèces naturalisées introduites par l'être humain, donc natives ou non-natives en anglais. Avec des définitions qui se basent sur des références assez arbitraires, hein. Les références spatiales, elles sont vraiment pas claires, des fois très floues. On dit juste que c'est une espèce qui n'est pas d'ici, mais quelles sont les frontières? Et les références temporelles qui sont elles aussi discutées. Donc les biologistes des invasions s'accordent pour dire que la référence est 1500, donc tout ce qui est avant ne peut pas être classé en invasive et tout ce qui est après le peut. Donc vous voyez, je vous ai distingué les archéophytes, donc sont des espèces qui ont été introduites avant 1500. Donc il y a notamment pas mal d'espèces messicoles qui se retrouvent aujourd'hui sur des listes d'espèces rouges, menacées, protégées, etc. Et puis les néophytes introduites après 1500, dans lesquelles vous voyez pas mal d'espèces qui sont maintenant dans des listes d'espèces à éradiquer. Et donc ces espèces, une fois qu'elles sont introduites, elles vont venir enrichir les communautés présentes localement. Et c'est ce qui a été montré dans cette étude britannique de Thomas et ses collègues qui ont repris les données d'un programme d'inventaire national en Grande-Bretagne, le Countryside Survey, et comparé 479 sites qui ont été recensés en 1990 et en 2007. Et ils ont pu montrer qu'il existe une relation positive entre la différence d'espèces natives entre ces deux dates et la différence d'espèces non natives. Donc il y a bien ici une addition. Ces espèces viennent enrichir les communautés locales et ne viennent pas les remplacer.
Autre exemple, ici à droite, donc une équipe de chercheurs européenne dont François Chiron faisait partie, s'est intéressée à 4 abeilles solitaires en plaçant des nichoirs à insectes dans 80 sites au sein de ces 5 villes. Ils se sont focalisés sur 4 espèces d'abeilles solitaires et ont regardé quelles étaient les ressources florales de ces espèces. Et ce qu'ils ont pu montrer, donc là je vous ai encadré la ville de Paris, c'est que majoritairement, donc ici c'est pour 75 des espèces ornementales, donc exotiques, qui sont les ressources florales de ces espèces d'abeilles solitaires. Donc on voit bien ici que ces espèces exotiques viennent à la fois enrichir et s'intégrer dans les réseaux d'interaction au sein des écosystèmes. Et on peut remonter jusqu'à loin. Ici, vous avez une étude qui a porté sur la flore, enfin, l'évolution des introductions d'espèces dans l'est de la France depuis le néolithique. Et ce qu'on peut voir, donc on a à la base les espèces locales, donc qui sont assez fixes en termes de richesse au cours du temps, et on a un flux quasi constant d'arrivée de nouvelles espèces depuis le néolithique. Donc ces introductions ne sont pas récentes, elles sont là depuis très longtemps. Néanmoins, donc on a, donc outre distinguer les espèces naturalisées des espèces indigènes, on a aussi eu besoin d'associer un autre adjectif, c'est le terme invasive, avec des définitions qui font effectivement fort débat au sein de la communauté scientifique. Donc il faut revenir à la définition, ce terme, enfin pas la définition, pardon, la naissance du terme. Donc c'est Charles Elton en 1958 qui a proposé ce syntagme d'invasion biologique en comparant des populations d'espèces provenant d'autres continents à des bombardements, des explosions écologiques face à un public qui était encore sous le choc de la Seconde Guerre mondiale. Et les exemples qui sont cités dans son livre sont essentiellement des exemples de virus infectieux comme la grippe, de bactéries comme la peste bubonique ou de champignons parasites des cultures comme la maladie de la pomme de terre. Donc avec des impacts avérés sur la santé et l'économie humaine, mais on peut se demander quid de l'impact écologique qui est si souvent évoqué lorsque l'on parle de ces espèces invasives. Et donc cet effet de communication, il est toujours autant présent dans les définitions qu'on trouve actuellement. Ces définitions sont rarement basées sur des faits, mais souvent sur des perceptions et souvent négatives. Donc, par exemple, sur le site du ministère en charge de l'écologie, les espèces invasives sont des espèces qui menacent les écosystèmes, les habitats naturels ou les espèces locales. Alors que si on se basait sur des faits, on parle de population d'une espèce introduite qui s'étend sur de grandes surfaces en un temps court et sans y placer des menaces. Et donc, on trouve toute une source d'inspiration métaphorique, anxiogène, agressive pour parler de ces espèces, donc en employant des vocabulaires soit militaires, donc ça je l'ai déjà évoqué, des ennemis auxquels on déclare la guerre, pour lesquels on va développer des stratégies d'éradication, du vocabulaire médical, on parle de peste, de cancer, nationaliste, pollution biologique, culturelle, des mauvaises espèces. Voilà, donc on manque clairement d'objectivité dans les études qui portent sur ces espèces voyageuses. Et le premier biais, c'est la directionnalité qui a été déjà évoquée auparavant. Les études sont trop souvent unidirectionnelles. On recherche les effets négatifs de ces espèces exotiques sans tenter de voir leurs effets positifs sur l'environnement. Et donc, on a des préjugés de longue date contre ces espèces qui obscurcissent le processus scientifique et entravent clairement les avancées politiques et une bonne compréhension du public. Donc, on a des auteurs comme Sachs et ses collègues qui appellent à évaluer aussi bien les effets positifs que négatifs de ces espèces sur les humains et la nature pour être plus objectifs. Et ce n'est pas le seul biais, il y a aussi la magnitude du changement, sa significativité. On parle souvent d'effets potentiels
Le type de changement, est-ce que c'est vraiment un changement écologique ou est-ce que c'est un impact plutôt socio-économique? L'échelle d'étude, c'est les impacts qui peuvent être ponctuellement observés ou donnés à dire d'experts ne devraient pas amener à une généralisation des impacts associés à ces espèces invasives. Et quels sont les faits? Donc les faits, ici, vous avez une étude de Céline Bellard qui a recherché donc les espèces invasives qui ont causé, enfin qui ont significativement causé des extinctions d'espèces. Et vous voyez que sur le côté gauche, vous avez les études qui portent sur les milieux insulaires et à droite sur les milieux continentaux. Et on voit clairement que les cas d'extinction sont notamment présents dans des milieux insulaires et beaucoup moins dans des milieux continentaux. Et concernant les milieux continentaux, aucune espèce végétale n'a à ce jour été la cause d'une extinction d'une espèce dans ces milieux continentaux. Et autre graphique intéressant de son étude, c'est la localisation de ces extinctions. On peut chercher l'Europe continentale, on ne la trouvera pas puisqu'il n'y a aucune extinction d'espèces causée par des espèces invasives en Europe continentale. Et les faits, donc je répète ce qu'a dit Olivier, c'est que les rats, les chats, les pathogènes introduits sur les îles sont les principaux responsables de la disparition des espèces, des oiseaux et mammifères endémiques de ces îles. Donc on est bien sur le cas particulier de prédateurs et de pathogènes en milieu insulaire. Donc il faut arrêter de généraliser, puisque ce qu'on voit, c'est qu'on a tout un arsenal déployé sur toute la planète contre les espèces voyageuses déclarées invasives, alors que, je répète, il apparaît qu'en Europe continentale, aucune disparition d'espèces n'a été déclarée comme étant le fait des espèces invasives. Et c'est pourtant ici qu'on est dans un des principaux lieux de lutte contre ces espèces exotiques envahissantes. Et donc, voilà, on a un fort débat au sein de la communauté scientifique. On a d'un côté des chercheurs comme Mark Davies qui appellent à ne plus juger les espèces sur leur origine, mais plutôt sur leur écologie. Et de l'autre côté, Daniel Simberlov qui considère qu'on a fait assez d'études sur les espèces invasives et qu'on peut aujourd'hui dire qu'il est important de présumer ces espèces coupables et jusqu'à prouver leur innocence. Donc face à ces discours beaucoup trop émotifs, il est important de développer une recherche avec d'autres approches, puisque que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a quand même une longue histoire du racisme et de la xénophobie qui amène à une persistance d'opinions très négatives, qui dénigrent tout ce qui apparaît comme étranger. Et aussi, donc ça, j'étais contente, Olivier l'a dit aussi, et je le rappelle, hein, on associe le terme invasive ou envahissante à l'espèce. C'est un qualificatif qu'on associe à l'ensemble donc des populations de l'espèce, alors qu'on sait bien que les performances spatio-temporelles sont complètement dépendantes du contexte. Donc, il faut arrêter de parler d'espèces invasives, mais plutôt de populations performantes pour éviter le terme négatif d'invasive d'une espèce donnée dans un contexte donné. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que dans beaucoup de cas, ces espèces, effectivement, sont des opportunistes. Elles vont profiter des perturbations. Donc, elles sont en fait des bioindicatrices des perturbations. Donc, pourquoi pas les voir plutôt sous cet angle-là? Elles nous indiquent qu'il y a une perturbation quelque part, qu'il est nécessaire peut-être d'agir sur la perturbation et pas forcément sur l'espèce. Donc, plutôt les voir comme bioindicatrices plutôt plutôt que des boucs émissaires. Et enfin, donc mon message final, pourquoi ne pas aller plutôt vers la préservation plutôt que l'éradication? Conserver plutôt qu'éradiquer? Effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'éradication, c'est devenu une action vraiment banale dans les plans d'action, plans de gestion, pour accompagner les mesures de compensation. C'est une recommandation systématique des bureaux d'études. Et on voit aussi que dans beaucoup de chantiers de nature qui ont pour but de sensibiliser à la nature, ces chantiers sont des chantiers d'éradication d'espèces exotiques.
Donc, à nous de revoir notre consommation de l'espace, son utilisation, de ne pas créer des milieux semblables propices qu'à une poignée d'espèces, de ne pas faire de la table rase le préalable nécessaire à tout projet humain. Et bon, je vais réduire, accepter qu'on ne peut pas tout maîtriser et surtout trouver d'autres moyens d'éveiller au vivant que l'éradication. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Audrey. Merci à tous nos intervenants. Je me fais vraiment le relais des participants pour vous féliciter sur les propos, sur la qualité de vos interventions. C'est extrêmement plébiscité, souligné, plein de de beaucoup de bravos, de très intéressants, de remerciements. Je vous invite, Olivier, Alexis, François et Audrey, à rallumer vos caméras. Voilà, je continue à vous remercier, à lire en même temps dans le chat, enfin, c'est une ovation. Je me permettrai de partager avec vous pour commencer cette table ronde, une remarque d'un des participants qui, je crois, est extrêmement rassurante par rapport à la tenue et à l'heure et demie que vous nous avez consacrée pour prendre le temps de partager avec nous ces résultats, ces propos, etc. On a un participant qui nous dit, mais finalement, est-ce que la première espèce exotique envahissante, ce ne serait pas Homo sapiens? Carrément. Moi, il y a 2 études que j'aime bien citer. Alors, je ne les ai pas mises dans cette présentation. Il y a 2 études que j'aime bien citer. Il y en a une qui mesure donc l'impact, enfin qui mesure la biomasse existante sur Terre. Et dans les annexes de cette publication, on peut voir que, alors je me souviens plus exactement, mais on peut voir la disproportion entre donc la biomasse parmi les mammifères, la biomasse du bétail humain et de Homo sapiens sur la Terre, il y a 500 000 ans et à l'heure actuelle, et c'est monstrueux, c'est-à-dire qu'en fait, avant, alors peut-être c'était pour l'être humain, c'était peut-être pas il y a 500 000 ans, je suis en train de me dire, parce que ce n'est pas possible, mais en tout cas, donc la masse, la biomasse de l'humain et de son bétail il y a quelques dizaines de milliers d'années et à l'heure actuelle, qui est vraiment disproportionnée entre cette époque et maintenant. Et il y en a une autre qui est parue en 2020 qui montre la masse totale des infrastructures humaines qui sont construites et qui a dépassé en 2020 la masse totale, la biomasse totale actuelle de la vie sur Terre. Donc ça, j'aime bien ces 2 études-là parce qu'elles montrent vraiment l'hégémonie de l'espèce humaine sur notre planète. Merci. Juste une, Audrey, est-ce que tu pourrais couper ton partage d'écran pour que tout le monde puisse bénéficier de vos caméras, en gros? Voilà, super. Non, non, t'inquiète pas de problème. Ce que je vous propose pour ce format, table ronde, parce que je vous sais tous et je nous sais tous disciplinés, par rapport à la prise de parole. Sincèrement, on a eu en fait au fil de vos présentations beaucoup de questions dont les réponses étaient finalement, naturellement dans le fil de vos présentations. Donc moi ce qui m'a un petit peu, interpellée dans chacune de vos présentations et c'était vraiment un élément redondant, c'était de se dire, finalement on a un discours, où beaucoup de vos arguments, venaient à contrecarrer, des idées reçues, des constats, un petit peu négatifs et chacun d'entre vous, à sa manière, mais l'a dit, finalement, on n'aborde jamais la question des espèces exotiques envahissantes ou des populations, performantes comme enfin, sous le spectre des effets positifs qui pourraient, leur être associés et du coup, je me dis: «Est-ce que dans ce temps qui nous est consacré, vous pourriez pas partager avec nous peut-être les petits pressentiments ou les petites tendances que vous imaginez, comme étant des effets positifs de ces espèces-là?» Il faut remettre son micro si on veut parler, Audrey. OK, bah, en fait, justement, moi, je pense, enfin, je pensais l'avoir un peu dit, au début en parlant des espèces, c'est pour ça que je voulais pas parler, tout de suite. Donc il y a si on reste sur le côté anthropocentré, ces espèces, en fait, la majeure partie, sont des espèces qui, au départ, étaient ornementales, donc il y a déjà cette perception,
anthropocentrées. Et après, dans les exemples que j'ai fournis, elles créent des interactions avec les espèces locales. Elles sont parfois justement peut-être mieux adaptées parce qu'on est dans des environnements qui sont tellement changeants que les espèces locales y arrivent peut-être, y arrivent peut-être moins parfois, et donc elles peuvent être des ressources plus importantes que d'autres, et seront certainement aussi les espèces les mieux adaptées au réchauffement climatique, qui va croissant. Donc je pense qu'elles interviennent à la fois dans le côté perception humaine, dans les interactions. Elles viennent renforcer des espaces dans lesquels d'autres espèces ne pourront de toute façon pas, locales ne pourront de toute façon pas s'y épanouir. Voilà, je laisse les autres compléter. Je prends la parole. Concernant effectivement, le frelon asiatique, on entend effectivement tout ce qu'il peut faire sur les ruchers, mais ça reste donc un hyménoptère pollinisateur. Quand je parlais de sa présence sur les fleurs, donc automatiquement, c'est un service gratuit pour nous, et il permet effectivement aux plantes à fleurs de donner des fruits, etc., une descendance. Et ça sert également de proie, mais tout ça, c'est très, très difficile effectivement à mesurer, à étudier. Donc automatiquement, on va se centrer sur d'autres aspects de cet insecte, hein. Et donc c'est minimiser effectivement, certainement, hein, comme d'autres insectes, son rôle. Mais c'est effectivement quand il y en a plus qu'on se dit: «Ah effectivement, il y avait ce service qui nous était utile». Donc pour l'instant, effectivement, c'est pas étudié, très peu en tous les cas à ma connaissance, et voilà, faut garder effectivement un peu de recul par rapport à cet insecte. Ouais, donc je complète sur les oiseaux. Moi, je l'ai évoqué aussi un petit peu, en tout cas pour la perruche, mais effectivement, ces espèces insèrent dans des réseaux d'interaction, donc nécessairement, elles vont jouer le rôle soit de régulateur pour des espèces prédatrices, soit le rôle de proie, et donc bénéficier à certains prédateurs, comme je l'ai évoqué là, pour des rapaces diurnes qu'on cherche à conserver par ailleurs en ville, hein, dont on apprécie le retour. Donc je pense qu'il y a plein d'effets directs, indirects, liés à ces interactions. La perruche consomme beaucoup de plantes, elle peut être disperseur aussi de ses graines, et également des effets sur les humains, puisque c'est pour ça qu'elles ont été introduites à la base, c'est-à-dire pour remplir différentes fonctions, donc il ne faudrait pas les oublier aussi. Pour les oiseaux, c'est bien sûr le contact avec la nature et les aspects culturels, les aspects de bien-être, et je pense que c'est le cas dès lors qu'on commence à interroger les gens, en fait. Beaucoup de gens ont une autre perception de ces espèces et ne les voient pas comme des espèces exotiques. Est-ce que je peux réagir en fait, là, je vois une réaction sur les cours d'eau, l'hydrocotyle, fausse renoncule, ou toute plante aquatique qui peut effectivement être associée à une eutrophisation. Et en fait, je reviens sur le côté bio-indicatrice et le côté impact écologique. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, j'ai l'impression qu'on est plutôt assez d'accord entre nous, c'est qu'on a tendance à associer à ces espèces exotiques des impacts écologiques qu'elles n'ont finalement pas. Par contre, elles peuvent avoir des impacts sur la navigation, sur le côté paysager d'un parc qui est recherché, sur la sécurité des bords d'autoroute, etc. Et ça, à ce moment-là, oui, c'est important d'agir. On ne dit pas qu'il ne faut pas gérer ces espèces, mais qu'il faut les gérer pour des bonnes raisons. Et dans le cas de ces cours d'eau, s'ils doivent être navigables, peut-être qu'il faut agir pour les rendre navigables. Mais là, je trouve que c'est un très bon exemple d'espèces bioindicatrices. Si ces espèces, elles sont là et en abondance, c'est qu'elles révèlent un problème, donc soit d'enrichissement en phosphate parce qu'il y a des zones agricoles proches, soit justement d'une trop forte eutrophisation au sens large. Mais
elles ne sont pas associées et jusqu'à ce que ce soit prouvé, l'inverse de ce que dit Simberloff, à une perte de biodiversité. Donc moi, là, ce que je dirais, c'est de chercher la source de la pollution qui fait que cette espèce est très abondante dans ces endroits-là. Tout à fait. Je te remercie Audrey d'avoir rebondi sur cette question puisque c'était un petit peu l'idée ensuite, vers laquelle je voulais vous amener. C'était sur ce caractère et cette fonction d'espèce indicatrice, pareil, qui était vraiment en filigrane derrière chacune de vos présentations, indicatrice d'un environnement, dégradé et du coup, souvent finalement, les méthodes de gestion et de lutte, d'éradication et tout ce vocable, enfin qui est associé, a plutôt tendance à ce qu'on a pu constater, finalement, à traiter, des faits visibles et non pas à traiter de manière pérenne, la cause. Et du coup, est-ce que dans vos expériences ou, encore une fois dans vos ressentis, ou alors avec, des preuves, scientifiques étayées, vous avez, des liens qui peuvent être associés vraiment parce que là, on parlait d'espèces indicatrices d'environnement dégradé. Est-ce qu'on sait que telle espèce va plutôt avoir tendance à s'installer pardon, dans tel ou tel habitat parce que, la cause, voilà. Comme tu l'évoquais là Audrey sur, ce phénomène de l'implantation de l'hydrocotyle, le phénomène d'eutrophisation, c'est pas l'hydrocotyle finalement, c'est l'enrichissement en phosphate qui va favoriser peut-être son implantation et cetera, mais la cause, c'est plutôt un apport, et des concentrations importantes. Donc de la même manière, est-ce qu'on pourrait commencer à aiguiser un petit peu la sensibilité de nos participants sur, la lecture finalement et ce nouveau regard, ce nouveau prisme, par lequel on pourrait, utiliser à bon escient les espèces exotiques envahissantes? Alors, je vais parler, pas forcément comme les utiliser, mais les explications sur le fait que finalement, il y a une forme de regain. C'est que là, pour l'Île-de-France, par exemple, on a vraiment des surfaces qui sont très, très artificialisées et on a de plus en plus, par exemple, d'arbres isolés. Et finalement, c'est ces arbres qui vont être préférés pour les femelles qui vont aller pondre. Quand vous êtes dans un massif très mixte, vous n'allez pas avoir ces attaques ou alors un petit peu en lisière, si on a vraiment, par exemple, que des pins ou que des chênes. Mais dès qu'on a finalement des boisements un peu plus denses, un peu plus mixtes, et ben finalement, on n'a pas cet effet-là. Donc automatiquement, en Île-de-France, on a l'impression d'être envahi parce qu'on a plein d'arbres isolés avec beaucoup d'Homo sapiens au pied d'un seul arbre. Donc finalement, ça amplifie l'effet que peuvent avoir ces espèces qui, par contre, ont un peu gagné effectivement par rapport à une question qui a été posée, ont un peu gagné avec le réchauffement climatique. Mais nous, on avait fait le travail avant, c'est qu'on était content d'amener des pins, par exemple, en Île-de-France. On aime bien amener des plantes méditerranéennes. Et avec le réchauffement, bah, finalement, comment elles se conservent très bien. Donc voilà, il y a deux effets voilà, de l'humain, c'est que de l'Homo sapiens, c'est qu'effectivement, on les a quelque part un peu facilités. Donc là, maintenant, il faudrait se poser la question de savoir s'il ne faudrait pas enlever des pins pour, par exemple, être dans les zones un peu risquées. Par exemple, je pense à des cours d'école et repartir sur des boisements un peu plus grands à d'autres endroits, dans des parcs, et mixer. Parce que, pareil, on fait de la culture, l'arboriculture et la culture du chêne hein, pour faire du bois. Donc, pareil, on a des grands massifs que de chênes en France et on favorise l'espèce. Je rappelle également qu'avec nos éclairages publics, on a les chenilles donnent des papillons de nuit qui sont également attirés par les lumières. Et donc, il y a une forme de dispersion aléatoire hein, qui est également faite entre les individus. Quelqu'un d'autre? François? Sur la question parce que il me semble que tu posais la question donc des espèces indicatrices en fait du changement ou de conditions particulières de vie. Hein, en tout cas, en ce qui concerne des espèces comme les oiseaux, on n'a pas réellement peut-être à la différence des plantes ou certains insectes qui ont des liens assez proches vis-à-vis de leur plante hôte ou du sol, mais on n'a pas vraiment d'espèces indicatrices d'un type d'environnement enfin, particulier. Mais par contre, le pattern général, c'est de dire que ces espèces, en tout cas introduites, et d'oiseaux qui arrivent à s'établir, sont des espèces relativement opportunistes, plastiques,
dans leur écologie. On les qualifie également de généralistes. Et ce sont réellement ces espèces qui vont s'adapter aux perturbations anthropiques. Donc c'est un peu un élément de la restauration, enfin d'une forme de résilience des écosystèmes vis-à-vis de ces différentes pressions, que ces espèces soient capables de se maintenir et de faire fonctionner l'écosystème à travers leurs différentes caractéristiques écologiques. Donc c'est plus ça, en tout cas, comme ça que chez les oiseaux, on peut les définir et pas nécessairement d'espèces indicatrices de conditions particulières. Audrey, est-ce que pour les plantes, tu as des petits éléments de Bah, je pense que j'ai répondu avec, enfin l'exemple, hein, des milieux aquatiques, oui, globalement, on peut associer des performances écologiques aux différentes espèces, donc qui sont des espèces qui peuvent se trouver sur des milieux plus ou moins, enrichis en nutriments, des espèces qui sont plutôt, pionnières et donc révélatrices d'une perturbation, mécanique d'un milieu, antérieur. Ouais, voilà, enfin, elles peuvent être très facilement utilisées comme indicatrices, des perturbations, que ce soit en milieu, aquatique ou en milieu, plutôt terrestre. Heu, voilà et je voyais aussi, que pensez-vous de la préférence donnée aux espèces indigènes par rapport à leur relation ancienne, avec la faune? En fait, moi, ce que je trouve le mieux, c'est de le laisser faire. C'est-à-dire, en fait, de ne rien mettre, de laisser, se développer, les espèces qui seront les mieux adaptées, localement, donc qui vont soit venir, des sources, voisines, et surtout, qui vont, être associées aux conditions environnementales, locales, de sol, de climat et cetera. Parce que les semences, qu'elles soient finalement, d'espèces locales ou, exotiques, c'est souvent quand même des listes assez, restreintes et on risque que ce soit avec des espèces, du coin ou de plus loin, d'homogénéiser, les milieux, en plantant, les mêmes espèces, partout. Donc moi, mes recommandations en général, c'est un peu dur à dire, hein, mais c'est de ne rien faire, de laisser faire. de même regarder faire? On Bah, s on d'observer. voilà. L'observation, c'est super. C'est ça, hein. Nous, les préconisations, c'est vraiment pas forcément juste de se dire: «On laisse faire», mais on est acteur de ce qui se passe quand même et donc on regarde faire la nature et on constate effectivement que le spontané fait, très bien les choses. Je vois qu'on commence à avoir un petit peu, enfin avec le quart d'heure de retard traditionnel, mais une perte dans les connexions, les participants. Je pense que les emplois du temps contraignent et donc j'imagine qu'il faut quand même qu'on conclue. Vraiment, je tiens à vous remercier, pour, votre participation. Est-ce que l'un d'entre vous a, un petit mot de la fin ou une dernière chose, qu'il aurait omis ou qu'il souhaite, partager avec nos participants avant, de vous remercier, de remercier nos participants et de clôturer, ce 1er épisode du webinaire? Ben, peut-être Merci moi à toi j'ai pour, ouais. l'animation. Pardon. Oui, vas-y, bah, j'allais dire aussi, mais juste, j'ai noté quand même quelques graphiques, hein, les graphiques d'Alexis là sur, milieu rural, milieu urbain, les pourcentages, dans la présentation d'Audrey sur où est-ce que s'installent les espèces préférentiellement, plutôt dans les friches, plutôt dans les parcs urbains et cetera. Clairement, c'est vrai qu'on la question de laisser faire, de qu'est-ce qu'il faut faire, dans quoi il faut investir, moi c'est un petit peu ce que je voulais, c'est, sur quoi je voulais conclure. C'est-à-dire le fait de dépenser énormément d'argent à, arracher, à retirer, à lutter et cetera. Peut-être cet argent serait probablement mieux investi en renaturant et en ayant des milieux plus fonctionnels dans lesquelles ces espèces, soit vont s'intégrer, comme avec les autres et dans lesquelles elles vont peut-être pas avoir un impact aussi important qu'on le suppose. En effet.
Merci, Olivier. Du coup, pour te paraphraser, puisque c'était mes éléments de conclusion qui étaient préparés pour cette fin de webinaire. Comme, je le disais en introduction, l'idée c'était pas de dire, «Ne faites pas ci ou ne faites pas ça», mais en tout cas, sachez pourquoi vous le faites et faites-le pour les bonnes raisons. Et donc, pour ce que je retiens des interventions et de cette heure et demie passée ensemble, c'est que concernant les espèces exotiques, envahissantes, peut-être que la meilleure chose à faire, ce n'est effectivement pas de lutter contre pour, servir la biodiversité, mais bien d'investir l'argent qu'on mettrait pour, cette lutte dans des opérations de restauration, de préservation, d'observation, de suivi, de renaturation, de protection, de préservation, d'acquisition foncière, enfin voilà, plein d'autres choses, sur lesquelles on peut vous aiguiller pour, dépenser peut-être, cet argent à bon escient, à savoir la reconquête de la biodiversité. Merci infiniment, à tout le monde. Merci à nos participants. Dans les meilleurs délais, le webinaire ainsi que les présentations, enfin les supports de présentation de nos intervenants seront disponibles et on se retrouve, pour le prochain épisode de ce cycle au mois de j'ai pas mon pense-bête, voilà. Très prochainement. Merci à tous. Au revoir.